Alors le commerce international avec la Tunisie, c'est parfois un vrai casse-tête, pas vrai? Entre les réglementations douanières, le contrôle des changes, on peut vite s'y perdre. Mais pas de panique, on va décortiquer tout ça ensemble pour y voir plus clair. Ok, voilà le plan de match. D'abord, on va voir pourquoi toutes ces règles existent. Ensuite, on plonge dans le concret, la déclaration en douane. Après ça, un point super important, la différence entre résidents et non-résidents. Et on terminera avec les stratégies qui marchent et les risques à ne surtout pas prendre. Allez, c'est parti. Bon, première étape, essayons de comprendre la logique derrière tout ça. Pourquoi autant de règles, de contrôles? On pourrait croire que c'est juste pour compliquer les choses, mais en fait, pas du tout. Il y a de vrais objectifs macroéconomiques derrière ce labyrinthe apparent. Oui, c'est la grande question, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas tout simplement laisser les marchandises et l'argent circuler librement? Eh bien, la réponse est simple et elle est cruciale. Il s'agit de protéger la stabilité économique du pays. Donc, on voit bien que ces règles ne sortent pas de nulle part. Chaque point est un levier. Préserver les réserves de change, c'est vital. Stabiliser la monnaie, c'est essentiel pour tout le monde. L'idée, c'est aussi de garder les capitaux dans le pays pour encourager l'investissement local. Et bien sûr, lutter contre la fraude. C'est un vrai jeu d'équilibriste, parce que si on serre trop la vis, on risque de faire fuir les investisseurs étrangers. Tout est question de dosage. Allez, passons à la pratique. On a un produit qui arrive à la frontière. Comment ça marche? En fait, pour déterminer les taxes, tout repose sur 3 piliers. 3 questions que la douane va systématiquement se poser. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle l'espèce. Non, rien à voir avec les animaux. C'est le code de classification du produit. Pensez-y comme à son passeport, son ADN. C'est ce qui va lui donner une identité officielle et unique aux yeux de toutes les douanes du monde. Deuxième pilier, l'origine. D'où vient la marchandise? Ça peut paraître simple, mais c'est absolument fondamental. Pourquoi? Parce que la nationalité du produit, c'est la clé qui peut ouvrir la porte à des avantages fiscaux énormes, grâce aux accords de libre-échange signés par la Tunisie. Et là, on parle de grosses économies potentielles. Et comment on prouve cette origine alors? Souvent, ça se joue sur un chiffre, un pourcentage clé. Le plus courant, c'est ce fameux 40%. Pour beaucoup d'accords, il faut pouvoir démontrer qu'au moins 40% de la valeur du produit a été ajoutée localement. C'est le seuil à atteindre pour bénéficier du traitement préférentiel. Mais attention, ce serait trop simple si c'était toujours 40%. Ce chiffre magique, il change tout le temps en fonction de l'accord commercial. Regardez, avec le Maroc, c'est 40%. Mais avec l'Union européenne ou l'Agadir, hop, ça grimpe à 60%. Pour le COMESA, on redescend à 35%. Chaque accord a ses propres règles du jeu. Il faut donc être hyper vigilant. Et enfin, le troisième et dernier pilier, la valeur. Combien vaut la marchandise? La base, c'est le prix sur la facture, bien sûr. Mais, et c'est un mais important, la douane a le droit de ne pas être d'accord et de contester cette valeur. Alors, que se passe-t-il si la douane dit non? Ce prix ne me semble pas correct. Elle ne peut pas inventer un chiffre? Non. Il y a une procédure très stricte à suivre, une sorte d'escalier. D'abord, on compare avec des marchandises identiques. Si on ne trouve pas, on passe aux marchandises similaires. Et si ça ne marche toujours pas, on utilise des méthodes plus complexes, comme la méthode déductive ou calculée. C'est très encadré. Ok, on a parlé des marchandises. Maintenant, changeons de sujet et parlons de l'argent, des devises. Ici, dans la réglementation des changes en Tunisie, il y a un concept qui est absolument central, qui est la pierre angulaire de tout le système, le statut de résident ou de non-résident. Pour les personnes physiques, c'est assez logique. Le critère principal, c'est souvent la durée de séjour. La barre est généralement fixée à 2 ans. Un Tunisien qui vit à l'étranger depuis moins de 2 ans reste résident. S'il y est depuis plus de 2 ans, il devient non-résident. Et c'est la même logique, inversée, pour un étranger en Tunisie. C'est vraiment cette durée qui fait souvent basculer le statut. Et pour les entreprises, là la règle de base est simple. Si une société est établie en Tunisie, elle est résidente. Point. Mais il y a une exception majeure, une sorte de super pouvoir pour les entreprises totalement exportatrices. Si leur capital est majoritairement détenu par des non-résidents et financé en devises, elles peuvent obtenir le statut de non-résident. Et ça change tout en termes de flexibilité financière. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment on peut jouer avec ces règles de manière intelligente. Il existe en Tunisie ce qu'on appelle des régimes suspensifs. Il faut voir ça comme des outils stratégiques, une boîte à outils ou même des armes secrètes pour l'opérateur malin. L'idée, suspendre le paiement des droits de douane. Et cette boîte à outils est bien fournie. On peut faire transiter des marchandises, les stocker en entrepôt sous douane pendant des années sans payer de taxes ou utiliser temporairement un équipement.
Le plus connu, c'est sans doute le perfectionnement actif. C'est génial. On importe des matières premières, sans payer de droits, on les transforme en Tunisie et on réexporte le produit fini. C'est un énorme avantage compétitif. Mais, il y a toujours un mais, ces outils sont puissants, mais ils sont aussi à double tranchant. La flexibilité qu'ils offrent vient avec une contrepartie, une rigueur absolue. La moindre erreur, le moindre abus et les conséquences peuvent être dramatiques. C'est vraiment l'exemple parfait où l'opportunité et le risque sont indissociables. Et quand on parle de conséquences, on ne parle pas d'une simple tape sur les doigts. Une fausse déclaration sur l'espèce ou l'origine, c'est la confiscation pure et simple de la marchandise. On parle de contrebande ou d'importation sans déclaration, là on change de dimension. Peine de prison, confiscation des moyens de transport et des amendes qui peuvent atteindre le double de la valeur des biens. Ça ne rigole pas. Alors, face à tout ça, comment faire pour s'en sortir et éviter les pièges? La solution, c'est la préparation et la vigilance. On va conclure avec une petite checklist de survie, les réflexes essentiels à avoir. Voilà les points cruciaux. D'abord, bien s'assurer d'avoir les bons documents pour l'origine préférentielle, comme le fameux certificat ER1. Ensuite, l'assurance, c'est la base, pour couvrir tous les risques. Pensez aussi à la sécurité incendie si on utilise un entrepôt. Et surtout, le suivi des délais est capital pour les régimes suspensifs. Il faut aussi gérer scrupuleusement l'apurement des opérations et enfin, surveiller de très près le rapatriement des recettes d'export, car là aussi, il y a des délais stricts à respecter. Finalement, ce qu'on voit à travers le cas tunisien, c'est un dilemme universel, surtout pour les économies en développement. C'est la recherche permanente d'un équilibre, un équilibre fragile entre le besoin de contrôle pour protéger son économie et la nécessité de s'ouvrir pour attirer les investissements. Où placer le curseur, c'est la grande question pour l'avenir du commerce mondial. Merci d'avoir suivi ce décryptage.